Bonjour. En tant que président de la Fondation du Collège de France, je suis particulièrement heureux de vous accueillir à l'occasion de cet événement qui est placé sous le signe de la connaissance et du partage. Je voudrais tout d'abord vous remercier tous sincèrement pour votre engagement à nos côtés. Puis je vais présenter mon collègue, le professeur Stanislas Dehaene, qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce soir et qui a accepté de donner une conférence exceptionnelle sur le thème « L'imagerie cérébrale, face à face avec son cerveau ». Stanislas est professeur au Collège de France. Il est titulaire de la chaire Psychologie cognitive expérimentale. Ses recherches visent à étudier les bases cérébrales des opérations les plus fondamentales du cerveau humain, la lecture, le calcul, le raisonnement et la prise de conscience. Il est aussi président du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Au Collège de France, il s'engage dans le cadre d'une initiative des professeurs appelée Agir pour l'éducation, qui est soutenue pour la Fondation et qui a pour objectif de mettre la recherche scientifique au service de l'école. Après la conférence, nous serons heureux de vous retrouver pour un moment d'échange convivial. Merci et bonne conférence. Bonsoir à tous, merci de votre présence, merci à la Fondation du Collège de France de m'avoir invité. C'est l'occasion d'exprimer toute ma reconnaissance à la Fondation d'abord pour son action et puis bien sûr à vous les donateurs pour votre générosité qui permet de soutenir certaines des recherches que je vais montrer ce soir. Je commencerai par vous parler sous le titre donc Face à face avec son cerveau, qui est le titre de ce livre d'il y a maintenant 1 an et demi, je crois, peut-être 2 ans, sur le pouvoir de l'imagerie cérébrale et la manière dont nous commençons à comprendre notre cerveau, mais j'injecterai une petite part d'éducation. On discutera de l'apprentissage de la lecture et des connaissances que nous avons dans ce domaine qui sont mises en application grâce à votre générosité et grâce à cette action Agir pour l'éducation que tu as mentionnée. Alors, face à face avec son cerveau, la science du cerveau peut-elle déchiffrer nos états mentaux, nos pensées? C'est le sujet de ce livre. Je l'illustre toujours par cette gravure assez ancienne et fascinante du XVIe siècle, dans lequel notre cerveau du XXIe siècle ne peut pas s'empêcher de voir quelqu'un en train de se faire scanner dans un four ici d'alchimie, mais ça pourrait être une IRM. Et ce qui est intéressant dans ce dessin, c'est que ce qui sort de la tête de la personne ou de ce four, ce ne sont pas des images du cerveau lui-même, ce sont des images des idées de la personne. Et c'est ça la question qui nous occupe aujourd'hui. Est-ce que, en scannant le cerveau, on peut comprendre la pensée? Est-ce que tout est lisible? Est-ce qu'on va savoir le déchiffrer? Est-ce que tout y est, si je puis dire? Et bien sûr, est-ce que notre capacité de le déchiffrer est suffisante? Vous allez voir qu'il y a un certain nombre de relations qu'on commence à savoir établir entre pensée et organisation du cerveau et surtout de son activité, bien sûr. Alors, cette étude du cerveau a une longue histoire, une histoire évidemment parsemée d'idées fausses ou fantaisistes. Chaque génération de scientifiques a comparé le cerveau aux machines de son époque. Et donc, on a au départ comparé le cerveau aux machines hydrauliques, soit avec de l'eau, soit avec de la pression de vapeur, qui faisait fonctionner les portes des temples, par exemple, dans les machines d'Héron d'Alexandrie. Et ici, donc, vous avez cette vision ventriculaire du cerveau, qui n'est pas complètement absurde, parce qu'il y a effectivement des espaces dans le cerveau remplis de liquide, les ventricules. Et ici, vous avez donc cette thèse qui a subsisté pendant plusieurs siècles, plus d'un millénaire en réalité, pratiquement jusqu'à la Renaissance, selon lequel, dans la partie la plus antérieure ici, nous recueillons les 5 sens. C'est le sens commun qui est là, ici, et vous voyez les fils qui relient aux différents organes des sens. Puis ensuite, nous avons un espace de cogitation et un espace de mémoire, comme il se doit à l'arrière, à la cave en quelque sorte, qui retient les informations. Bon, évidemment, ce ne sont pas les ventricules qui font le travail dans le cerveau, ce sont les réseaux de neurones, nous le savons aujourd'hui, mais c'est une longue histoire de la conquête progressivement du cerveau que j'essaie de raconter aussi dans ce livre. Alors, un épisode très important de cette conquête, je ne peux pas les retracer tous ce soir, mais c'est la découverte par Paul Broca,
qu'il y a des sélectivités particulières de certains territoires corticaux. Ici, vous avez une image en IRM récente, mais du cerveau original du premier patient de Paul Broca, le patient qui s'appelle Tantan. C'est son surnom, Monsieur Le Borgne, mais on l'appelait Tantan parce qu'il ne pouvait plus dire que cette syllabe. Tantan, il n'arrivait pas à articuler et à parler, à s'exprimer. Et vous voyez ici cette lésion que donc Paul Broca a repérée une fois que le patient est décédé, qui était dans le territoire qu'on appelle aujourd'hui l'aire de Broca. Et Paul Broca a dit qu'il doit y avoir une correspondance entre des lésions de ce territoire et une fonction qui est le langage articulé. C'était la première fois qu'on avait une idée d'une correspondance précise, non fantaisiste, qui a été réplicable par la suite. C'était le début donc de l'aphasiologie, l'étude de l'aphasie, des troubles du langage. Et aujourd'hui, la méthode des lésions continue d'être utilisée pour comprendre certains aspects de la fonction cérébrale. Mais vous comprenez que c'est une méthode extrêmement indirecte. L'un des problèmes, c'est qu'il faut attendre le décès du patient, ce qui n'est quand même pas optimal, si on peut dire. Et puis, bien sûr, pouvoir mettre en corrélation avec ce qu'on a observé peut-être des années auparavant. Alors, aujourd'hui, tout a changé, vous le savez, avec l'arrivée de méthodes d'imagerie cérébrale. Je mis dans le livre cette image parce que je l'aime beaucoup. C'est une image de 1988, pratiquement le premier article qui a permis de mettre en corrélation la psychologie expérimentale, qui était la méthode de Michael Posner, ici le premier auteur, et puis l'imagerie en caméra à positron. À l'époque, il fallait injecter une petite dose de radioactivité. Vous voyez ici, moyennée à travers une vingtaine de personnes, si je me souviens bien, les régions où la radioactivité s'accumule et donne une idée donc, des endroits où le débit sanguin a augmenté et donc le cerveau a travaillé plus que les autres régions. C'est un article historique, hein, vraiment. Certaines personnes ont des souvenirs très précis, vous savez, quand je ne sais pas, le World Trade Center a été attaqué. Moi, j'ai un souvenir très précis de la lecture de cet article. C'était pour moi un tournant, parce que je travaillais en psychologie, je faisais une thèse de psychologie, et j'ai compris que grâce à ces méthodes, on allait pouvoir transformer la psychologie en une méthode beaucoup plus proche des neurosciences, qui continue de poser des questions de psychologie, comment fonctionne la lecture, comment fonctionne le langage, mais qui s'appuie sur des méthodes empruntées aux neurosciences. Donc ici, vous voyez, là, par exemple, la région de Broca s'activait très vigoureusement lorsqu'on doit générer un mot qui est associé à un autre, générer un verbe qui est associé à un nom, par exemple. Et puis différents territoires pour la lecture, on va y revenir, pour l'écoute des mots, pour la production verbale des mots. Simplement, si on avait encore cette méthode, on n'en ferait pas autant de progrès qu'aujourd'hui. À l'époque, il fallait donc avoir un synchrotron dans la cave qui allait générer des petites doses de radioactivité. Il fallait avoir un cyclotron, pardon. Il fallait avoir un laboratoire de chimie qui allait générer des molécules qu'on allait injecter à la personne, toute petite dose de radioactivité, mais enfin, c'est quand même pas totalement négligeable. Et on pouvait faire une image de ce type beaucoup plus grossière, parce qu'ici c'est moyenné, ce sont des statistiques, mais une image par personne toutes les 12 ou 15 minutes. Donc c'était très lent pour acquérir des données. Tout a changé aujourd'hui avec l'arrivée de l'IRM, et je vous montre une image relativement récente, mais pas tant que ça, 2016. Quelles sont les différences? D'abord, c'est une image d'une seule personne ici. Donc ça pourrait être n'importe lequel d'entre vous, au bout de quelques heures d'IRM. La personne a écouté du langage, des histoires, de la radio. C'est le travail de Jack Gallant et Alexander Huss à Berkeley. Et vous voyez que le cerveau a été déplissé. Ici, on voit sa version plissée, mais il était en quelque sorte gonflé pour qu'on voit bien à l'intérieur des sillons. Et en fait, on arrive à attribuer par l'IRM fonctionnel des spécialisations à chacun des territoires corticaux à une échelle vraiment millimétrique. C'est de quelques millimètres. Donc les couleurs représentent la réponse du cerveau à différents aspects de l'histoire que la personne est en train d'entendre. On arrive à acquérir des images toutes les 2 secondes, 1 seconde, avec l'IRM fonctionnel, cerveau entier, à l'échelle de quelques millimètres, chez une personne donnée, avec suffisamment de signal pour voir le cerveau d'une personne, et par des méthodes d'intelligence artificielle, d'analyse du langage, arriver à attribuer à chacun des voxels une fonction particulière, spéculative, mais reproductible. Par exemple, ici, tous les voxels en rouge contribuent à ce qu'on appelle le cerveau social, c'est-à-dire la représentation des autres. Et en particulier, vous voyez ici certains mots que l'analyse suggère font particulièrement répondre à cette région, par exemple, épouse, mari, remarié, confessé, etc., qui suggèrent une représentation du cerveau social. Mais par exemple, moi qui m'intéresse beaucoup aux mathématiques et aux nombres, vous avez les régions en vert foncé ici, s'intéressent aux nombres et aux mathématiques.
Alors, des images comme ça, on en produit maintenant des dizaines dans des laboratoires de par le monde. Elles sont fondées sur un agent de contraste interne qui est l'hémoglobine du sang, ce qui fait qu'il n'y a pas d'injection du tout. On peut simplement s'allonger dans une IRM et en quelques minutes obtenir des images non seulement de l'anatomie du cerveau, mais de la fonction du cerveau. Tous les laboratoires cherchent à monter en champ magnétique, et vous voyez ici le centre Neurospin que je dirige sur le plateau de Saclay, dans lequel chacune de ces sinusoïdes géantes ici abrite un instrument d'imagerie cérébrale, et vous voyez l'arrivée dans l'une de ces arches de l'énorme aimant qu'on appelle ISEULT, qui pèse au moment de son transport 150 tonnes et qui fait 11,7 Tesla d'unité de champ magnétique, alors que les IRM traditionnels sont à 3 Tesla dans les centres d'imagerie de haut niveau. Donc c'est le plus grand champ magnétique actuellement pour l'imagerie humaine dans le monde, même s'il y a des projets coréens qui nous rattrapent, et aussi aux États-Unis, au NIH et dans d'autres endroits encore. Mais pour l'instant, donc c'est la machine qui a donné les images les plus avancées. On monte en champ magnétique pour avoir un meilleur signal d'IRM qu'on peut à ce moment-là utiliser de différentes manières, par exemple pour faire des voxels plus petits, des unités d'image plus petites, et donc zoomer sur le cerveau et obtenir des images anatomiques, par exemple comme celle-ci. Pour l'instant, il y a eu exactement 20 sujets qui sont passés dans cet aimant. On n'a pas eu le droit d'en faire plus, et on est actuellement dans le montage de dossiers pour avoir le droit de faire passer plus de personnes. C'est une question de sécurité, évidemment, qui est essentielle. Mais il semblerait que cette machine soit tout à fait sans danger. Et donc, vous avez ici des images de très haute résolution, avec un aimant à 7 Tesla qui est déjà assez avancé. Il y en a quelques-uns en France. Et puis, avec cet aimant à 11,7 Tesla, on peut zoomer sur l'anatomie du cortex occipital, par exemple, et voir des détails qu'on n'avait jamais vus auparavant sur l'organisation des couches du cortex, par exemple, l'organisation des veines ou des artères, et bientôt la fonction. On peut regarder aussi l'anatomie des connexions du cerveau. Ça, c'est une très très belle image qui a été faite par mon collègue Cyril Poupon à Neurospin. Les couleurs ici représentent l'orientation des connexions de ce qu'on appelle la substance blanche, c'est-à-dire les fibres qui relient les régions corticales entre elles. Et donc, quand vous voyez une couleur rouge ici, ça veut dire que les fibres sont orientées dans ce sens-là, et bleu, ce serait dans le sens vertical, etc. Et vous voyez qu'avec cette méthode, on arrive à une résolution extraordinaire. C'est les images les plus résolues du monde actuellement, 200 microns. On arrive à déterminer quelle est l'organisation anatomique du cerveau, comment il s'organise, quelle région est connectée avec laquelle. On peut essayer de reconstruire les faisceaux de fibres qui sont responsables de cette anisotropie, de cette organisation orientée du signal ici. Et il faut savoir que même aujourd'hui, l'anatomie du cerveau humain n'est pas complètement comprise, n'est pas si facile à étudier. Et ici, on va pouvoir faire ces images pour une personne particulière. Alors je triche un tout petit peu, cette image est obtenue à 11,7 Tesla, mais elle a été obtenue post-mortem, donc c'est un spécimen anatomique, et on espère évidemment pouvoir le faire ensuite sur des images in vivo. Pour l'instant, c'est encore un challenge. Donc cette image a été obtenue sur le petit aimant d'IRM à 11,7 Tesla, un aimant qui est destiné aux animaux, mais sur lequel on peut scanner des petites pièces anatomiques. Ça vous donne une idée des atlas du cerveau. C'est un grand challenge de notre domaine d'arriver à avoir de meilleurs atlas du cerveau humain, et Neurospin est en pointe dans ce domaine. Alors il s'agit ici d'un atlas anatomique, mais je reviens maintenant à la fonction, l'IRM fonctionnel. Comment on fait pour voir, qu'est-ce qu'on voit au niveau de l'organisation fonctionnelle du cerveau? Je ne pourrais pas tout vous expliquer, bien sûr, mais voilà une image assez caractéristique. Vous avez 3 cerveaux ici, donc hémisphère gauche, hémisphère droit, et les couleurs représentent des territoires qui répondent à des images différentes, à des contenus d'images différentes. Donc vous avez tous ici dans votre cerveau une sorte de mosaïque d'images, de régions plutôt corticales qui répondent à des images différentes. Il y a certaines régions qui répondent au visage, qui sont très spécialisées pour les visages, d'autres qui répondent aux lieux, d'autres qui répondent à parties du corps, d'autres qui répondent aux objets. Et avec Laurent Cohen, nous avons étudié cette région qu'on a appelée l'aire de la forme visuelle des mots, qui répond aux mots écrits, qui répond parce qu'on a appris à lire. Voilà. Alors, quand on fait une image d'IRM comme ça, même à une échelle, c'est ici une image à 7 Tesla, c'est le meilleur qu'on puisse faire actuellement, une résolution de 1,2 mm. On est très content de voir ces micro-territoires s'activer, mais il faut que vous sachiez qu'on ne voit pas les neurones. On voit un changement d'oxygénation du sang, c'est le signal d'IRM fonctionnel, dans des petites régions qui ont encore sans doute plusieurs dizaines de milliers de neurones.
Donc la question se pose de savoir si on voit un signal qui a une certaine réalité neurobiologique. Est-ce qu'il y a vraiment des neurones qui sont spécialisés, par exemple, pour les lieux ou pour les mots? Alors, fort heureusement, dans de rares cas de patients avec une épilepsie, il est possible d'enregistrer les neurones et même les neurones uniques. Les patients sont étudiés en essayant de déterminer l'origine de leur crise d'épilepsie. On place des électrodes temporairement dans leur cerveau et certaines de ces électrodes peuvent enregistrer des neurones uniques. Et c'est ainsi que notre collègue, par exemple Florian Morman, a détecté des neurones qui répondent spécifiquement au lieu et qui correspondent à cette région que vous voyez ici en bleu clair, gyrus parahippocampique. Donc vous avez ici les décharges neuronales. La même image est présentée 6 fois. Vous voyez les décharges qui reviennent 6 fois de suite. Une certaine variabilité, mais à chaque fois qu'il y a un lieu qui est présenté, eh bien cette cellule répond. Et vous voyez qu'elle répond pas du tout lorsqu'il y a des personnalités qui sont présentes ou des animaux. Elle peut répondre un tout petit peu lorsqu'il y a un personnage dans un lieu caractéristique. Donc elle analyse le lieu dans lequel se trouve l'action. Voilà. Donc la découverte de tels neurones confirme que l'IRM fonctionnel ne détecte pas n'importe quoi, mais qu'il y a effectivement des spécialisations cellulaires. Ce sont des données encore très rares, mais parfois tout à fait extraordinaires. Alors je vous montre une cellule qui a été découverte par Rodrigo Cuan-Quiroga, qui a appelé ça des cellules de concept. Est-ce que vous voyez à quoi répond cette cellule? Vous avez tous regardé la saga La guerre des étoiles, j'espère, et vous connaissez tous Luke Skywalker. Et là, c'est une cellule qui répond à Luke Skywalker. Elle répond au jeune Luke Skywalker dans différents épisodes, vous voyez, à différentes orientations de son visage. En fait, elle répond même aux mots écrits, Luke Skywalker. Elle répond aux mots parlés par une voix d'homme ou par une voix de femme. Et vous voyez quelque chose d'amusant ici, elle répond à un autre personnage que vous connaissez peut-être. C'est Yoda, voilà. Qui est évidemment dans la même série. Voilà. Alors, je montre cette image pour vous montrer l'extraordinaire sélectivité de ces neurones qui ne répondent pas, par exemple, à d'autres stars de Hollywood. Je ne sais pas, ça doit être Sylvester Stallone. Là. La cellule ne répond pas. Elle ne répond qu'à un concept particulier. Mais ces expériences, évidemment, sont toujours trop brèves, très difficiles à mener dans un contexte de chirurgie, etc. Mais on ne sait pas très bien, finalement, à quoi répond cette cellule. Est-ce qu'elle répond à Luke Skywalker, et puis quand on voit Yoda, on pense à Luke Skywalker, ou bien est-ce qu'elle répond à tous les Jedi? C'est peut-être une cellule qui répond aux Jedi. Voilà. Mais retenez l'idée très simple que dans votre tête, à chaque fois que vous pensez à un concept, eh bien, il doit y avoir des milliers, peut-être des millions de cellules de ce type qui déchargent. Il ne faudrait pas croire que c'est une cellule pour un concept. Hein. Si on en trouve une, ça veut dire qu'il y en a des milliers. On trouve un peu par hasard une cellule qui répond à ce concept-là. Donc chacun des concepts, dans la version actuelle de notre théorie, doit être représenté par une population de neurones qui est activée alors que les autres restent silencieux. Et cette population de neurones détermine le contenu de la pensée. Et bon, ça, ce sont des données déjà un petit peu anciennes, mais je voulais vous présenter des données extrêmement récentes parce qu'on a eu la chance, avec nos collègues Doris Dachter-Weiss et Matthew Self, Peter Rufsema, de mener une expérience sur ces cellules de concept tout récemment, qui vient de sortir dans Science, et qui montre qu'il y a encore des tas de choses à trouver sur ces neurones, et que le cerveau humain réalise des opérations évidemment extrêmement abstraites et symboliques. On s'est posé une question toute simple. Supposez que vous ayez une cellule de concept. Il se trouve ici que cette cellule répond à Shrek, le personnage, je m'excuse, c'est toujours un peu étrange, mais on trouve des cellules qui répondent au monde de la famille, on trouve des cellules qui répondent à toutes les personnes finalement que vous connaissez dans l'hippocampe. Et donc ici, cette cellule répond à Shrek. Et la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que cette cellule serait capable de répondre simplement sur la base d'un pointeur qui évoque ce personnage. Donc je m'explique tout de suite. Imaginez que vous entendiez une phrase qui dit « Shrek et Courtney Love rentrent dans un bar ». Bon, ça commence comme une histoire drôle à l'américaine, mais il s'assied à table. D'accord ? Si je dis « il s'assied à table », c'est forcément Shrek, si vous savez que Courtney Love est de sexe féminin. Voilà. Et on peut le vérifier en demandant à la personne qui s'est assis à table, et on voit qu'elle sait qui est la bonne personne. Et ce qui est intéressant, c'est le pronom, ici. He or she, lui ou elle, il ou elle. C'est le même pronom qui va tantôt pouvoir référer à le concept de la cellule, ou bien, s'il n'y avait pas mention de Shrek au départ, si on avait mentionné, je ne sais pas, Barack Obama, on n'aurait pas fait référence avec le même mot exactement au même concept. Et c'est exactement ce que nous avons trouvé, c'est que les cellules de concept sont capables de se réactiver sur la base du simple pronom. Donc, il y a ici la même cellule qu'à gauche, qui répond à Shrek quand il est présent dans la phrase de départ,
qui ne répond pas lorsque Shrek n'est pas présent dans la phase de départ, c'est la courbe en noir ici, et au moment où le pronom est présenté, ne va répondre que si le pronom fait référence à ce concept. Donc ces cellules ont une capacité de s'attacher à des objets symboliques comme les mots et de le faire de façon extrêmement flexible parce que le même mot peut être présenté et tantôt activer la cellule, tantôt non, suivant la référence symbolique qui est faite. Donc, moi, j'interprète cette découverte comme étant le fait qu'il y a des pointeurs dans le cerveau et on a besoin d'une sorte de langage informatique ou d'une métaphore informatique. C'est la meilleure métaphore qu'on ait actuellement pour décrire les opérations du cerveau. Le cerveau manipule des informations symboliques, au moins le cerveau humain. Et on commence à en voir les traces ici, traces très indirectes. C'est peut-être pas là que se produit l'ensemble du calcul, certainement pas. On a accès à cette région hippocampique chez les patients épileptiques. Mais vous voyez qu'on va commencer, grâce à ces méthodes d'investigation, à aller au-delà de la simple observation globale de l'activité du cerveau pour descendre jusqu'à ce niveau cellulaire. Ça devient très excitant. Alors, je continue sur la saga de l'imagerie cérébrale. Un des grands challenges pour nous et un des grands défis spécifiques pour Neurospin, en association avec l'Institut Robert Debré, dans le nord de Paris, c'est le développement du cerveau. Il y a quelque chose de fascinant, et c'est de comprendre comment nous arrivons à avoir des représentations linguistiques telles que celles que je viens de vous montrer auparavant. Ici, vous avez le plissement du cerveau qui a été décrit par Jessica Dubois et par mon épouse Ghislaine au fil des mois et des semaines. Les cerveaux en couleur ici représentent des prématurés et donc le développement avant le terme de la grossesse. Donc le cerveau naît avec pratiquement tous ces plissements. Il va continuer de développer des plissements tertiaires dans le cerveau, et bien sûr à grossir. Mais il y a déjà une organisation extrêmement forte qui est là au départ. Et ça a été le résultat de nos études de montrer que le petit bébé de l'espèce humaine est en fait extrêmement compétent pour un certain nombre de domaines pour lesquels il est préparé par l'évolution, et notamment celui du langage. Donc ici, c'est déjà une étude assez ancienne, en fait, dans laquelle nous étions les premiers à enregistrer avec ce casque à électrodes les réponses du cerveau du bébé, et à montrer qu'en fait, il est déjà capable de faire des différences qui vont être pertinentes pour les langues du monde entier. Ici, vous l'habituez à répondre à une série de syllabes, ba, 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 ba. Vous voyez que la première syllabe évoque une activation importante, et puis il y a une habituation qui se produit lorsqu'on répète la même syllabe, en bleu ici. Et puis ce qui montre que le bébé est malin, c'est que si vous changez la syllabe, il y a une reprise d'une partie de la réponse, pas le début de la réponse qui est identique, mais la partie plus tardive de la réponse ici, qui suggère qu'il y a une étape de traitement. Certaines étapes de traitement ne font pas la différence entre bas et ga, mais d'autres étapes de traitement plus tardives font la différence entre bas et ga et récupèrent une activation. Donc par des méthodes qui peuvent être très simples, ce n'est pas de l'imagerie cérébrale très sophistiquée, ici c'est ce qu'on appelle l'électroencéphalographie, la mesure des réponses électriques du cerveau, on est capable de tirer des inférences sur l'organisation du cerveau du bébé, et montrer que pour le langage, il est préparé pratiquement dès la naissance, autant qu'on puisse en juger. Alors on a aussi été les premiers à utiliser l'IRM fonctionnel chez les très jeunes enfants, ici des bébés de 2 mois. Ça a été un travail assez épique. On peut se poser la question, est-ce que c'est possible de mettre des bébés dans une IRM fonctionnelle? On s'est posé la question très calmement, bien sûr avec un encadrement de comité d'éthique, et la conclusion a été oui. Il va falloir bien sûr les protéger du bruit que fait cette machine. On va mettre un énorme casque anti-bruit. On va se servir de ce casque anti-bruit pour leur diffuser des phrases. Et ici, ce que vous voyez, c'est la réponse du cerveau du jeune enfant à des phrases dans sa langue maternelle. Et on est arrivé à ce résultat qui était assez étonnant, parce qu'il y avait beaucoup de théories sur l'organisation du cerveau du bébé. L'une d'entre elles, c'était qu'il n'est pas très organisé, qu'il va se spécialiser sous l'influence de ses entrées. Je crois qu'on voit un retour de ces idées empiristes dans l'intelligence artificielle aujourd'hui. Il suffit de stimuler le système, il va s'auto-organiser. Bon, ce n'est pas du tout ce que nous observons chez le bébé. Chez le bébé, ce qu'on voit ici, c'est un réseau qui est déjà latéralisé dans l'hémisphère gauche pour le langage, comme chez 96% des personnes dans cette salle. C'est un réseau qui est déjà localisé. Vous voyez qu'on voit de l'activation dans l'aire de Broca ici, et puis tout le long du sillon temporal supérieur, c'est-à-dire des régions extrêmement proches
sinon identiques à celles qu'on va voir à l'âge adulte. Et donc, nous pensons que l'information sur le langage est canalisée dans un système qui va apprendre. Bien entendu, le bébé ne comprend pas ce qu'on lui dit, il n'a pas encore le lexique de sa langue maternelle, il n'a pas encore d'ailleurs totalement les phonèmes de sa langue maternelle, il n'a pas sélectionné quels sont les phonèmes utiles, il n'a pas la syntaxe de sa langue, mais toutes ces informations sont canalisées vers un circuit qui est spécialisé pour apprendre à différentes échelles de temps les signaux du langage. Et on ne fait qu'effleurer pour l'instant cette spécialisation du bébé. Ça reste des expériences extrêmement difficiles. Vous imaginez à toutes les étapes, essayez d'imaginer un petit peu, recruter des bébés, ça veut dire convaincre des parents de venir avec leur bébé à Neurospin, essayer d'avoir des données chez un bébé éveillé, il n'est pas endormi, éveillé, certains d'entre eux en tout cas. Parfois ils s'endorment dans la machine avant. Arriver à les garder attentifs, arriver à corriger pour les mouvements de la tête en essayant de les limiter. Tout ceci dans de bonnes conditions éthiques. Et il ne faudrait surtout pas croire d'ailleurs que les bébés ne peuvent pas signer un consentement éclairé. Alors ils ne peuvent pas signer évidemment, mais s'ils ne sont pas d'accord pour participer à l'expérience, je vous jure qu'ils vous le font savoir et on arrête immédiatement l'expérience. Donc ça reste des expériences très difficiles. Celle-ci a déjà presque une vingtaine d'années. Le premier papier c'était dans Science en 2001 je crois, donc 23 ans. Mais on a encore les papiers sur le cerveau du bébé en IRM fonctionnel se comptent sur les doigts des deux mains, essentiellement à peine. C'est difficile, mais c'est extrêmement important parce que ça nous montre que l'organisation grossière du cerveau est déjà présente. Par exemple, la différence entre visage et objet est déjà présente dans le système visuel. Ça n'est pas le résultat de l'exposition au visage, en tout cas pas complètement. Il y a déjà des précurseurs, mais bien sûr, ce cerveau va se spécialiser. Alors la spécialisation, on la voit directement dans certaines images. Dans le livre, j'ai mis cette image à gauche, qui est une image purement anatomique, mais enfin qui illustre bien le propos, l'importance des relations sociales pour les enfants. C'est en fait une chercheuse de MIT qui s'appelle Rebecca Sachs, qui s'est scannée avec son propre bébé ici. Et en fait, elle a obtenu des images pendant plusieurs mois, et c'est elle qui a montré la spécialisation du système visuel. Mais sur la droite, on voit aussi une autre étude qui est extrêmement importante, c'est l'impact de la stimulation sur le cerveau de l'enfant. On scanne les enfants ici à 5 ans, et on s'aperçoit que l'intensité de l'activation évoquée par des phrases peut être mise en corrélation avec la quantité de stimulation que l'enfant a reçue. Et ce n'est pas juste la stimulation passive, c'est la quantité de dialogue, le nombre de tours de conversation dans lequel l'enfant a été impliqué, qui est estimé par les parents, et qui détermine la quantité d'activation dans la région de Broca ici. Donc il y a un message très simple que j'essaye de redonner aussi dans beaucoup de mes livres, qui est que ce n'est pas parce qu'un enfant ne parle pas, qu'il est tout petit, qu'il ne faut pas lui parler. Il est en attente d'interaction sociale. Tous ces réseaux cérébraux, certes, sont déjà préorganisés, mais ont besoin de stimulation pour continuer à se développer. Et plus la stimulation est riche, plus on va pouvoir finalement favoriser l'émergence de réseaux bien organisés. Alors, je voulais vous parler justement de l'impact de l'éducation. On ne se contente pas de parler avec nos bébés, on fait d'ailleurs ce geste extraordinaire, si on y réfléchit collectivement, on accepte de donner nos enfants à une institution plusieurs jours par semaine pour qu'ils se développent. Et on fait confiance aux enseignants, on a raison. En tant qu'espèce, on a découvert que c'était une bonne idée de confier nos enfants à des spécialistes qui allaient les aider à se développer, ce qu'on appelle l'éducation. On a inventé l'éducation parce que le cerveau de l'enfant est plastique et capable de se transformer. Alors nous, chercheurs, est-ce qu'on est capable de le voir dans le cerveau? Oui, la réponse est oui. On a fait un énorme travail, plus de 25 ans maintenant, notamment avec mon collègue Laurent Cohen, pour visualiser quels réseaux cérébraux changent avec l'apprentissage de la lecture, qui est sans doute l'une des transformations les plus importantes liées à l'éducation. Donc, je vous résume ça en une image, en essayant de vous expliquer quand même beaucoup d'aspects compliqués. Mais ce que vous voyez ici, c'est la réponse du cerveau à une phrase écrite, une toute petite phrase. Par exemple, je ne sais pas, je suis heureux, d'accord, 3 mots. Eh bien, on va voir ici en couleur les régions dont l'activité augmente avec la capacité de lire. Et on a choisi des adultes, on a scanné plus d'une 60aine de personnes, qui vont depuis les personnes alphabétisées depuis l'enfance, comme vous et moi, jusqu'à des personnes qui sont complètement analphabètes,
qui ne sont pas allés à l'école, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, qui n'ont pas appris à lire. Et puis entre les deux, vous avez des personnes qui sont intermédiaires, qui sont des ex-analphabètes, qui n'ont pas allé à l'école, mais qui ont eu la chance d'apprendre, par exemple, dans des cours pour adultes, voilà, et qui savent lire un petit peu. Donc on quantifie leur capacité de lecture par le nombre de mots lus par minute. Ça peut aller de 0 pour un illettré complet jusqu'à plus de 100 pour chacun d'entre vous ici dans cette pièce. Et on va regarder en couleur ici toutes les régions cérébrales dont l'activité augmente avec le score de lecture. Alors qu'est-ce qu'on voit? La première chose qu'on voit, c'est les réseaux du langage avec lesquels vous êtes désormais familiers, la région de Broca, le sillon temporal supérieur, vont s'activer évidemment en proportion de votre capacité de lire. Ils ne vont pas s'activer pour une écriture que vous ne savez pas lire. Et donc on peut dire que la lecture donne accès au même réseau du langage parlé par le biais de l'écrit. C'est une sorte de substitution sensorielle. On substitue à l'audition la vision parce qu'on a appris à lire. Et on converge vers les mêmes régions cérébrales. C'est la même compréhension du langage qu'on lise ou qu'on écrive, qu'on lise ou qu'on écoute, pardon. Ensuite, vous avez d'autres régions. Ici, à la base du cerveau, on voit ici l'hémisphère gauche sur sa face ventrale, et vous avez ces fameuses régions de la forme visuelle des mots, des aires visuelles, qui sont devenues spécialisées pour les lettres, pour les chaînes de lettres. Et vous avez encore une troisième chose qu'on ne voit pas ici, mais qui est liée au fait que lorsque vous présentez des mots parlés, des phrases parlées, des mots parlés, même des pseudomots parlés, des syllabes, eh bien, vous avez aussi un changement d'activité en fonction du score de lecture. Ça, c'était une grosse surprise de cette étude. On a découvert que l'activité évoquée par les mots parlés pouvait doubler chez les personnes qui étaient des bons lecteurs. Et en fait, ça correspond probablement à ce qu'on appelle la conscience phonologique, la capacité de mieux discriminer et de devenir conscient des phonèmes, qui est un résultat de l'apprentissage de l'alphabet. Vous entendez mieux les sons du langage. Donc, ce n'est pas vrai que les personnes illettrées entendent de la même manière que les personnes alphabétisées. Il y a vraiment une différence qui est liée à la qualité de l'information sonore. Et on a aussi trouvé que les connexions entre ces deux systèmes étaient modifiées sur le plan strictement anatomique, avec l'IRM de diffusion dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on a l'impression de commencer à bien comprendre maintenant l'ensemble du circuit de la lecture et la manière dont il est transformé par l'acquisition d'un système d'écriture particulier comme l'alphabet, par exemple. Bien sûr, ces images, au départ, étaient faites chez l'adulte, et on a voulu ensuite aller voir chez l'enfant comment le cerveau de l'enfant se transformait en apprenant à lire. Alors, vous avez là l'IRM qu'on appelle à 0 Tesla de Neurospin. Vous voyez qu'elle n'est pas très extraordinaire. Elle est faite en bois. Il n'y a rien, il n'y a pas de champ magnétique autre que le champ magnétique terrestre dans lequel nous baignons tous. Hein. Mais ça permet d'entraîner les enfants à passer une IRM. Ils sont d'ailleurs très heureux de participer à ces expériences, une fois qu'on leur explique bien. Donc vous avez ici une jeune fille qui apprend à cliquer sur les boutons, qui a le casque anti-bruit, qui va recevoir des stimuli visuels et auditifs. Il y a un petit miroir ici qui lui permet de voir la sortie du tunnel et d'être stimulé par des mots écrits, et qui va bientôt participer dans la vraie IRM. Alors, on a fait beaucoup d'expériences de ce type. Ça devient, je dirais, une spécialité de Neurospin. C'est un aspect vraiment intéressant, parce que tous les centres ne font pas d'imagerie pédiatrique. Je décris ça comme quelque chose de facile, mais ce n'est pas si facile, évidemment. Il faut accueillir les familles, les enfants, avoir toutes sortes de systèmes de correction, de mouvements, etc. Mais quand on sait le faire, c'est un domaine immense qui s'ouvre. Pas seulement pour le langage et la lecture, mais aussi pour les mathématiques, qui est notre prochain sujet de recherche à Neurospin. Alors, juste une image donc, sur la lecture. On a eu la chance de pouvoir suivre un certain nombre d'enfants tout au long de l'apprentissage de la lecture. On a choisi des enfants qui ne savaient pas lire avant d'entrer à l'école, pas du tout, et ensuite qui ont appris à lire très vite, normalement, dans la première année de CP ici. Donc vous voyez différents scans, c'est une personne ici, on en a eu 10. Et on peut zoomer sur cette région postérieure. Ici, vous voyez l'apparition de l'aire de la forme visuelle des mots. Bien sûr, le cortex est déjà là, mais il se met à répondre, il devient spécialisé pour la forme des lettres et la reconnaissance des chaînes de lettres qui constituent un mot dans notre système alphabétique. Cette région ne répondrait pas, par exemple, si on présentait des caractères chinois. J'ai une personne qui n'a pas appris le chinois, mais elle va répondre parce que l'enfant apprend l'alphabet ici. Donc on voit apparaître le circuit de la lecture tout de suite au bon endroit. Il y a un certain nombre de choses qui n'étaient pas du tout connues. Hein. C'est tout de suite au bon endroit, avec une expansion progressive qui est proportionnelle au score de lecture, avec donc une spécialisation qui apparaît pour les chaînes de lettres, puis d'autres réponses au visage, aux objets, je passe. Il y a une chose qui est très intéressante, c'est que vous voyez que même à la fin du CP, ici, il y a beaucoup d'activation en dehors de ces régions postérieures spécialisées. Il y a de l'activation dans le cortex frontal, dans le cortex pariétal, ici. Et ces activations vont disparaître ensuite
à la fin du CE1 lorsque la lecture devient spécialisée. Elles peuvent disparaître en tout cas. Ce que ça veut dire, c'est que le réseau va se restreindre à des régions non conscientes, automatisées, qui sont capables de reconnaître les chaînes de caractères avec une très grande facilité, à toute vitesse. Et ça correspond à un développement qui était connu auparavant, hein, qui est l'automatisation de la lecture. Lorsque les petits-enfants lisent, vous savez tous qu'ils doivent faire un effort particulier, et en particulier le temps de lecture, ici sur l'axe des Y, est proportionnel au nombre de lettres du mot. Vous voyez, il y a une relation linéaire entre les deux, ce qui correspond au fait qu'on lit presque lettre après lettre. Voilà. Plus il y a de lettres, plus ça prend du temps. Et ce n'est plus le cas lorsque les enfants deviennent de bons lecteurs, en CE1, en CE2 ici. Ça n'est pas le cas pour tous ici dans cette salle. Vous lisez tous des mots de 3 lettres jusqu'à 8 lettres en parallèle, avec aucun effet de longueur particulier du nombre de lettres. Donc vous avez automatisé la lecture, et en fait, ce sont ces activations qui disparaissent dans le cortex frontal, dans le cortex pariétal, qui reflètent l'effort d'attention pour arriver à décrypter les lettres. C'est très important d'arriver à ce stade, parce que ça veut dire que vous avez pu libérer les ressources du cortex préfrontal et du cortex pariétal pour penser à autre chose. Vous n'êtes plus obligé de vous concentrer sur la chaîne de lettres et la manière dont elle représente un mot. C'est devenu complètement automatique. Dans d'autres expériences, on a montré que c'était non conscient. On peut flasher un mot de façon extrêmement brève, inconsciente, ce qu'on appelle les images subliminales, et vous allez quand même avoir des activations de ces régions spécifiques au mot. Donc le but, je dirais, ultime de cet apprentissage de la lecture, c'est pas seulement de mettre en place le décodage grapho-phonologique, mais c'est aussi d'automatiser la lecture. Chez l'adulte, on peut aller beaucoup plus loin. Pour l'instant, ici, c'est de l'IRM à 7 Tesla. On n'a pas l'autorisation de déployer la machine à 7 Tesla chez le jeune enfant. Il y a encore des précautions qui sont prises par les autorités sanitaires, légitimement. On espère avoir le droit prochainement. Donc ici, à 7 Tesla, c'est chez l'adulte. On essaye de comprendre ce que font ces régions très précisément. Et c'est une expérience ici un petit peu récente où on a créé toute une hiérarchie de stimuli qui vont depuis des mots en français ou des mots en anglais jusqu'à des choses qui pourraient être des mots mais qui n'en sont pas. Et puis on s'éloigne de plus en plus des mots du français. Je ne sais pas ce que vous pensez de ces objets-là, mais je crois que ça ne peut pas être du tout un mot du français. Je ne sais pas s'il y a des locuteurs du polonais qui vont me dire c'est peut-être un mot, mais en français c'est pas possible. Alors vous voyez que dans les parties les plus occipitales du cortex ici, ça n'a aucun effet. Tous ces objets sont finalement des chaînes de caractères avec des formes particulières, et ça active le cortex occipital plus ou moins de la même manière. Alors que plus vous allez en avant dans le cortex, et ici on rentre dans l'ère de la forme visuelle des mots, plus vous allez trouver des petites régions qui préfèrent les chaînes qui respectent les statistiques du français à celles qui ne les respectent pas, et c'est de façon très, très vigoureuse ici. Donc ça nous permet de mieux comprendre cette expérience et beaucoup d'autres. Qu'est-ce qui se passe dans cette région? Les neurones sont spécialisés pour les lettres et les fragments de chaînes de caractères qui pourraient constituer un mot. Il n'y a pas de préférence nette pour les mots réels, mais il y a une analyse des statistiques du français ou des statistiques de l'anglais. Et autre chose qu'on a découvert, ça c'est très important, quand on va vers des instruments plus élevés, comme ça c'est un peu comme avec le James Webb Telescope. On zoome sur une région, ici c'est à 1,2 mm de résolution, et on découvre que ce qu'on croyait être une seule région, ce qu'on croyait être une étoile, c'est une galaxie. Et donc on découvre là qu'il y a plusieurs petits patchs de cortex très spécialisés, ultra spécialisés. On voit ici à gauche la réponse à des mots anglais, à des mots français. Vous voyez par exemple que la présentation de nombres qui ont le même nombre de caractères, une chaîne de caractères également, mais cette chaîne, c'est un nombre, eh bien ça ne va pas activer cette région. Donc il y a vraiment une sorte d'ultra-spécialisation pour les lettres qui apparaît lorsqu'on a une résolution spatiale suffisante ici de l'expérience. Donc on commence à comprendre ce que fait cette région. En particulier, alors on a compris une chose ici dans cette expérience, c'était une personne bilingue, et on a scanné une vingtaine de bilingues. Les bilingues anglais-français, il y en a sans doute sûrement beaucoup dans cette salle, nous avons exactement les mêmes patchs de cortex pour l'anglais et pour le français. Vous voyez ici essentiellement la même activation. Il n'y a pas de spécialisation pour une langue ou pour l'autre, parce qu'elles utilisent le même alphabet, certainement. On a fait la même expérience en chinois. Alors, je ne sais pas s'il y a des locuteurs du chinois ici dans la salle. Ici, ce sont des mots chinois. Là, c'est plus un mot chinois, hein, il paraît. J'espère que quelqu'un peut me confirmer. On a donc fait des approximations progressives du chinois, comme on l'a fait pour l'anglais. Et là, on a découvert qu'il y avait effectivement encore beaucoup de voxels du cerveau, de patchs de cortex qui répondaient
aux deux langues, donc la lecture en chinois et la lecture en anglais partagent de nombreux traits, mais on trouve quand même de tout petits patchs de cortex qui sont en jaune et en orange ici, qui répondent que au chinois, et éventuellement certains qui répondent que à l'anglais aussi. Donc cette fois-ci, comme la forme des caractères est assez différente, il y a sans doute des régions corticales qui se spécialisent pour un type de caractère par rapport aux autres. Vous voyez ici cette réponse, là c'est chinois et anglais, là c'est chinois uniquement. Vous voyez le gradient en chinois et le gradient en anglais. Et pour le patch jaune ici, le gradient en chinois, mais pas de gradient et pas de réponse en fait très forte pour l'anglais. Puis comme on continue de faire des découvertes auxquelles on ne comprend rien, les voxels qui répondent au chinois répondent aussi au visage. On ne sait pas pourquoi. Je ne sais pas si vous aurez des hypothèses. Il semblerait que la symétrie des caractères, peut-être le caractère plus global de la lecture, moins séquentiel, les font ressembler plus à des visages. En tout cas, le cerveau a tendance à regrouper ces deux reconnaissances dans les mêmes voxels. Il y a parfois compétition et parfois collaboration entre reconnaissance des caractères et reconnaissance des visages. Ils sont souvent extrêmement proches dans le cerveau et ça n'est pas encore complètement compris. Alors ensuite, souvent on me pose la question, qu'est-ce qui se passe dans les pathologies, dans la dyslexie? C'est évidemment un très grand sujet de recherche. Là, je rentre vraiment dans des recherches très contemporaines et qui ne sont pas encore stabilisées. Hein. Une chose qui est très claire, c'est que le circuit que je viens de vous montrer, si on essaye de l'identifier chez les enfants dyslexiques, on trouve systématiquement qu'il est sous-activé. Donc on a quelque part un biomarqueur, si on peut dire, une sous-activation de ce circuit, et notamment de l'aire de la forme visuelle des mots, là dans le gyrus fusiforme ou le sillon occipito-temporal latéral. Cette sous-activation est tout à fait caractéristique des mauvais lecteurs. Ce qui fait qu'on a une relation de proportionnalité, je crois qu'on la voit ici, voilà. Sur cette image, les couleurs représentent la corrélation entre le score de lecture et l'activité cérébrale, une fois de plus. Et on voit une très bonne corrélation qui reflète le fait que les mauvais lecteurs ont une mauvaise activation. On arrive à expliquer à peu près 50% des scores de lecture en mesurant l'activité cérébrale. Et donc on a une bonne correspondance entre les deux, pas parfaite, mais enfin assez bonne. Et il n'y a pratiquement pas d'effet de langue. C'est-à-dire qu'on trouve des mauvais lecteurs en France, on trouve des mauvais lecteurs en Chine, des dyslexiques. Ce sont les mêmes types d'anomalies qu'on voit dans les deux types de cerveau. Alors nous sommes encore en train d'essayer de comprendre l'origine de ces troubles de la lecture. Et ce qui est tout à fait clair maintenant dans mon esprit, c'est qu'il ne faut plus parler de la dyslexie, mais il faut dire les dyslexies. Et ça a beaucoup de sens parce que je vous ai montré l'organisation d'un circuit cérébral pour la lecture. Et encore, c'est une image très simplifiée. Je me permets vraiment de simplifier radicalement ici. Chacun des éléments de ce circuit peut faire l'objet de pathologies. Donc on a toujours, depuis longtemps, pensé qu'il y a une origine phonologique à beaucoup de dyslexie, difficulté dans un buffer phonologique qui retient l'information sur les phonèmes, mais certainement la correspondance graphème-phonème peut elle-même être l'objet de déficit, et de plus en plus, on pense qu'il peut y avoir un trouble au niveau du codage visuel ou orthographique des lettres, cette fameuse région de la forme visuelle des mots. Et on est en train de se rendre compte, ce sont des recherches qui viennent d'être publiées avec Cassandra Potier-Watkins et le professeur Nama Friedman de Tel Aviv, qui travaillent là-dessus depuis des années, hein, que même à ce niveau orthographique, il peut y avoir différents types de dyslexie qu'on commence à mieux savoir diagnostiquer. On a créé un test qu'on appelle le test du Malaby, qui permet de distinguer deux types de dyslexie orthographique. Je vous explique très rapidement l'idée. Hein. Premier type de dyslexie, c'est la position des lettres qui est mal codée à l'intérieur de la chaîne de caractères. Donc, vous allez avoir observé des erreurs du type frime qui est confondu avec firme, d'accord. Simplement parce qu'on transpose les lettres à l'intérieur des mots. La position est mal codée, n'est pas codée suffisamment précisément. Alors souvent, la première lettre et la dernière lettre sont bien codées, parce qu'il y a un blanc à côté, c'est facile de voir quelles sont la première et la dernière, mais les lettres du milieu sont mal codées. Et une fois qu'on a fait ce diagnostic, d'après le professeur Nama Friedman, il est possible d'aider ces enfants en espaçant les lettres et en le faisant tracer les lettres du doigt de la gauche vers la droite. Ça permet d'ajouter une information de position qui est sans doute manquante dans la chaîne de caractères, et les enfants arrivent à lire beaucoup mieux. Deuxième type de dyslexie qui n'a rien à voir, qu'on appelle dyslexie attentionnelle, c'est peut-être pas le meilleur terme, mais voilà. Lorsque vous lisez, vous devez sélectionner un mot à un moment donné parmi plusieurs, et vous allez bouger les yeux d'un mot à l'autre. Eh bien, les enfants qui ont une dyslexie attentionnelle semblent avoir un problème avec la sélection d'un mot et l'inhibition des autres mots.
ils mélangent les lettres qui appartiennent à des mots voisins. Donc ils vont lire par exemple père, foire, ils vont dire faire, poire, d'accord? Mais si vous faites attention, les erreurs sont très particulières. La position des lettres est respectée. C'est la première lettre du deuxième mot qui devient la première lettre du premier mot. La position est respectée, mais les lettres sont empruntées à d'autres mots, d'accord? Donc c'est un type de déficit complètement différent du précédent, qui a beaucoup plus à voir avec la sélection d'un mot parmi plusieurs. Et une fois qu'on a bien compris cette chose-là, on peut essayer de proposer des solutions. Et une des solutions extrêmement simples, vous prenez un bout de carton, vous découpez une fenêtre dans ce bout de carton, vous le faites glisser sur la phrase, l'enfant ne voit qu'un mot à la fois, et quand il voit un mot à la fois, il sait lire, il n'y a pas de problème, il ne fait plus d'erreur. Donc, je simplifie un tout petit peu, mais ça peut être aussi simple que ça. Donc, au passage, ça montre bien que le circuit est bien organisé, hein, ce n'est pas une question de phonologie ou quelque chose comme ça, c'est vraiment la capacité de sélectionner un mot à la fois. Donc, vous voyez que c'est encore très primitif comme classification, mais la recherche est en train d'avancer et de nous montrer qu'on a eu tort de faire des recherches sur la dyslexie. Il faut absolument avoir un diagnostic beaucoup plus précis pour distinguer les dyslexies et à ce moment-là, peut-être revenir au niveau du cerveau et essayer de mieux comprendre les déficits cérébraux. Donc, tout ceci m'amène, et je vais conclure là-dessus, à discuter quelques minutes de l'impact de ces recherches sur la pédagogie, avec l'aide du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Au départ, avec ce petit livre qui était fait avec quelques collègues, et puis maintenant au sein du Conseil scientifique de l'éducation nationale, on essaye de proposer des conclusions qui peuvent être tirées de ces recherches sur la pédagogie et sur les apprentissages. Et on a essayé, dans ces différents textes, de concentrer finalement tout ce qu'on sait sur l'acte d'apprentissage dans le domaine de la lecture, avec ce modèle simplifié. Hein. On estime, je vous donne quelques éléments, hein, que ça fonctionne mieux. Je m'appuie ici, ça c'est important, je m'appuie non seulement sur des études mécanistiques de la compréhension du circuit de la lecture, mais au moins autant sur des études qui portent sur la pédagogie. Il y a beaucoup d'études dans les classes qui regardent qu'est-ce qui a mieux fonctionné, est-ce que si on intervient avec tel ou tel type de pédagogie, ça fonctionne mieux qu'avec d'autres. Il y a aussi des études corrélationnelles. On en a une encore très importante récemment avec Jérôme Dovio de l'École normale supérieure qui s'est servi des statistiques collectées par l'Éducation nationale pour mettre en corrélation ce qui est fait par les enseignants et les résultats des élèves. Extrêmement intéressant, c'est la première fois qu'on peut faire ça. 16 000 enseignants ont accepté de participer à cette recherche, donc on décrit assez précisément quels manuels ils utilisaient, quelles méthodes ils utilisent dans les classes, et ça permet d'être mis en corrélation avec les résultats des élèves. Donc on commence à comprendre que même des petites différences de pédagogie peuvent avoir un impact sur la rapidité d'apprentissage des élèves. Donc enseignement explicite de tous les aspects de la notation alphabétique, de la gauche vers la droite, enseignement rapide des correspondances graphèmes-phonèmes. On pense qu'il en faut au moins 2 par semaine jusqu'à Noël, et qu'à ce moment-là, l'enfant a un bagage de connaissances sur les lettres qui lui permettent de déchiffrer des mots. Une progression qui est organisée, qui est systématique, qui s'appuie sur les statistiques de la langue, puisque c'est ce que fait le cerveau. Donc on commence par les graphèmes les plus fréquents et les plus réguliers. Guidage de l'attention visuelle, de la gauche vers la droite au sein du mot. Apprentissage actif, qui associe lecture mais aussi écriture, parce que le fait d'apprendre le geste d'écriture stabilise la connaissance de la forme des lettres. Et puis bien sûr, automatisation, très importante pour aller jusqu'à un traitement complètement automatique et non conscient des chaînes de caractères. Et je voulais terminer donc en signalant que dans l'action Agir pour l'éducation, on essaye de mettre en œuvre ces connaissances. Et avec Cassandra Potier-Watkins, avec le soutien de la Fondation du Collège de France, de tous nos mécènes, dont beaucoup sont ici ce soir, eh bien, on développe une pédagogie, au départ un logiciel, maintenant une pédagogie complète avec des exercices et une méthode pour l'enseignant pour mieux apprendre à lire. C'est ce qu'on appelle le logiciel Kaloulou, avec la métaphore de jardins successifs. Si on parcourt ces jardins, votre cerveau va se développer, apprendre à lire. Chacun des jardins que va parcourir l'enfant comprend des connaissances particulières sur les graphèmes et les phonèmes, sur les lettres et les sons, avec une progression très bien réfléchie, fondée sur une analyse des statistiques de la langue française. On a maintenant des outils automatiques, en s'appuyant un petit peu sur l'intelligence artificielle, pour analyser n'importe quelle langue et déterminer quel serait l'ordre le plus efficace de présentation des différentes correspondances graphèmes-phonèmes. Donc on applique aussi ces idées à d'autres langues comme l'espagnol ou le portugais du Brésil.
Dans les leçons de Kaloulou, vous avez des petits moments de leçon où vous voyez un phonème particulier, par exemple ne, ici, représenté par la lettre N en majuscule, en minuscule. On va zoomer sur la bouche de l'enfant pour bien faire comprendre non seulement le son, mais aussi le geste qui correspond à ce phonème. On va le représenter par la première lettre, plutôt le premier son d'un mot. On va le faire tracer par l'enfant, donc essayer de consolider tous ces aspects multimodaux de la connaissance des lettres. Ensuite, il va jouer à des jeux, alors, il y a plein de jeux qui consolident le choix approprié de la lettre pour un son donné, la combinaison de lettres pour former une syllabe ou pour former un mot, et puis l'automatisation de cette lecture jusqu'à des aspects de la morphologie, du féminin, du masculin, du pluriel, par exemple. Et on peut même intégrer dans ces logiciels un peu d'intelligence artificielle. Je ne voudrais pas exagérer l'intelligence de notre logiciel, mais à certains moments, on va mesurer avec des techniques de psychologie cognitive ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le temps de lecture en fonction du nombre de lettres de mots. On va demander à l'enfant de classifier des mots en disant c'est un mot du français, ça n'est pas un mot du français, et le temps qu'il met pour le faire, que ce soit pour les mots ou les pseudomots, va de nouveau refléter cette proportionnalité avec le nombre de lettres dans le mot. Et au fur et à mesure de l'apprentissage, on va voir cette courbe se stabiliser. Ça va nous donner une indication des progrès de l'enfant. Il y a encore beaucoup de choses à développer. On aimerait bien développer de la reconnaissance automatique de parole. On y est presque, parce que les logiciels, comme vous le savez, commencent à être très performants dans ce domaine. Mais il faut aussi qu'ils tiennent sur une tablette, dans une classe. Mais si on pouvait avoir la reconnaissance automatique de parole, ça nous permettrait d'automatiser beaucoup mieux la détection des capacités de lecture des enfants et peut-être ce diagnostic de dyslexie. Voilà. Alors, l'avenir de ce programme Excello, il est en pleine action à ce moment-là. On a des essais randomisés contrôlés de cette méthode Kaloulou dans des classes de CP, de maternelle, ici dans l'Académie de Versailles en particulier. Aussi à Mayotte, on essaye chez des jeunes adultes dans lesquels ils n'ont pas eu la chance d'apprendre à lire suffisamment facilement. Et on va voir si ça fonctionne chez les jeunes adultes. Et puis aussi au Brésil, bientôt en Uruguay. On espère être soutenu par la fondation Bill Gates pour pouvoir accéder à l'Amérique latine. Vous savez qu'au Brésil, l'éducation est vraiment très mauvaise dans les écoles publiques. Et donc, il y a de réels besoins. Nous disposons également d'un test de dépistage de troubles de la dyslexie et d'un test diagnostique, ce fameux test du Malaby qui détecte différents types d'erreurs des enfants. Et bien sûr, on voudrait refaire l'imagerie cérébrale maintenant qu'on comprend mieux ces différents types de déficits et arriver à les mettre en relation avec des circuits spécifiques. Et puis, c'est le grand projet de mon équipe en ce moment, développer des recherches similaires pour les mathématiques. Très très peu de choses sont connues sur le développement des mathématiques dans le cerveau. Je dirais que presque tout reste à faire. La majorité des recherches ont porté sur l'arithmétique, sur les nombres, 2 plus 2, 2 plus 3. Tous les mathématiciens vous diront que c'est très bien, mais ce n'est pas ça les mathématiques quand même. Les mathématiques, c'est quelque chose de beaucoup plus riche et qui comprend des composantes spatiales aussi bien que des composantes numériques. Et nos premières recherches montrent effectivement qu'il y a des circuits dans le cerveau qui s'intéressent à la fois à l'espace et au nombre et qui combinent formes géométriques et informations sur les nombres. Donc on est en train d'étudier cet aspect-là avec l'IRM à cette Tesla de Neurospin. Alors voilà, si j'avais un peu plus de temps, je voudrais parler encore de conséquences de ces recherches pour la compréhension profonde de ce que nous sommes. Je reviens un petit peu en arrière. Je pense que les neurosciences éclairent un petit peu le processus éducatif, mais le principal intérêt, je pense, de ces recherches en sciences cognitives, c'est de commencer à nous éclairer sur ce que nous sommes réellement. Ça, c'est une image de mon cerveau. Donc, en plus, c'est une image qui date déjà d'il y a un certain temps. J'ai un backup de mon cerveau d'il y a, je crois que c'est 24 ans. Ça, c'est des premières IRM du service hospitalier Frédéric Joliot à Orsay. Bon, on a beau dire, c'est que c'est quand même fascinant de voir son propre cerveau et puis de s'interroger un petit peu comme Hamlet. Hein, est-ce que toute ma personne tient là-dedans voilà. C'est ce que je pense profondément. Je vous ai montré des cellules qui répondent à des concepts, même très particuliers, comme Shrek. Voilà. Il est très probable que tout ce que nous savons, tout ce que nous avons appris à l'école, toute notre personnalité, toutes nos préférences sont dans cet organe qui fait à peine 1,5 kg, hein, qui consomme 20 watts. Je trouve la perspective absolument fascinante et donc c'est peut-être un peu prétentieux, mais il me semble que le programme de recherche dans lequel nous sommes engagés, c'est une sorte de nouvelle version de l'adage qui est « connais-toi toi-même ».
Connais-toi toi-même. On a longtemps pensé que ça passait par la psychologie, ça passe toujours par la psychologie, mais ça passe de plus en plus maintenant par la connaissance de la mécanique du cerveau. Et je crois que, voilà, grâce à votre soutien, on arrive à le comprendre un petit peu mieux et à aider peut-être certains enfants à l'école. Voilà, je passe quelques images et je vous remercie de votre attention avec mon épouse.